Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais que j'en rirais un jour. J'avais tort sur les 2 points. C'était un mardi soir, le 6e voyage d'affaires d'une nuit en 3 semaines. Je m'appuyais contre le cadre de la porte de notre chambre, regardant Jessica préparer sa valise à roulettes avec une efficacité rodée. 9 en 2. Mariage, et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours fascinée par sa façon de bouger. Confiante, déterminée, électrique, les mêmes qualités qui m'avaient bouleversée lors de ce mariage où nous nous étions rencontrés, au milieu de notre vingtaine. Thomas, tu recommences à me fixer, observa-t-elle, saisissant mon reflet. Dans le miroir, les lèvres courbées en ce demi-sourire qui faisait toujours bondir mon cœur. À 35 ans, j'aurais dû avoir dépassé cet émoi d'adolescent, mais Jessica avait le don de faire s'effondrer le temps. J'admire juste la vue, ai-je répondu, essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans mon estomac. Le même nœud qui apparaissait chaque fois qu'elle faisait son sac ces derniers temps. Elle se tourna vers moi, ajustant son blazer avec une précision qui semblait répéter. « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» demanda-t-elle, passant à sa voix de présentation légèrement plus basse, plus autoritaire. Les projections du 4e trimestre montrent une augmentation de 15% de la pénétration du marché sur tous les segments démographiques. Elle fit une pause, les sourcils levés. Trop corporate? Juste ce qu'il faut, les jeux assurés. Tu vas assurer. Jessica traversa la pièce et pressa ses lèvres sur mon front. Son adieu habituel. Nous construisons notre avenir ensemble, Tom. Souviens-toi de ça, murmura-t-elle, sa main touchant brièvement son ventre, un geste devenu habituel. Au cours de nos 8 mois d'essai pour avoir un bébé. Vice-présidente principale du marketing. Une augmentation à 6 chiffres. Cette maison avec la chambre d'enfant que nous avions prévue. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Je sais. Je suis fière de toi, dis-je. Doucement. Après son départ, j'ai erré dans notre maison de banlieue, celle d'où je travaillais comme analyste financier depuis 3 ans. Le silence semblait différent ces derniers temps, plus lourd, plus suspect. Le schéma s'était établi avec une régularité troublante, des départs 2 fois par semaine, des retours énergiques mais distants. De petits détails commençaient à s'accumuler. Comme des écarts financiers lors d'un audit. Les douches immédiates en rentrant. Avant même de me saluer correctement. Le téléphone qui, autrefois, traînait sur les comptoirs, résidait désormais en permanence dans son sac, protégé par un nouveau code. Des conversations qui migraient vers le garage ou la salle de bain, sa voix tombant en murmure secret. J'ai essayé de tout rationaliser. La culture d'entreprise est exigeante. La promotion est tout ce pourquoi elle a travaillé. Elle est stressée, musique. Épuisée, concentrée. Mais mon instinct, le même instinct qui me permettait de repérer les schémas financiers, me disait que les chiffres ne collaient pas. Cette nuit-là, seule dans notre chambre avec le parfum de Jessica flottant dans l'air, j'ai ouvert son ordinateur. Le mot de passe n'avait pas changé, la date de notre anniversaire. Contrairement à son téléphone, son calendrier apparaissait à l'écran.
Hôtel Peninsula, présentation client, prévue pour vendredi. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous, puis j'ai fermé l'ordinateur, envahi par la culpabilité d'avoir vérifié. Mais le doute avait pris racine, envoyant des vrilles à travers chaque souvenir, chaque assurance, chaque baiser sur le front. Il s'écoulerait encore 3 jours avant que je ne prenne la décision qui changerait tout. J'ai passé 3 jours dans un purgatoire mental, argumentant avec moi-même, justifiant puis condamnant mes soupçons. Le mercredi à 2 heures du matin, assis dans la lueur bleue de mon écran d'ordinateur, j'ai finalement tapé « détective privé près de chez moi » dans la barre de recherche. Le site web de Frank Carter est apparu en tête des résultats. Détective. Retraité, 30 ans d'expérience, consultation discrète. Sa photo montrait un homme marqué par le temps avec des yeux étonnamment bienveillants et l'allure incomparable de quelqu'un qui avait vu l'humanité sous son pire jour, mais n'avait pas renoncé à sa compassion. Le café où nous nous sommes rencontrés le jeudi matin était assez fréquenté pour assurer l'anonymat, mais assez calme pour discuter. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai choisi une table dans un coin et j'ai commandé un café que je ne pouvais pas boire à cause de mon estomac noué. Frank est arrivé exactement à l'heure, vêtu d'un costume gris banal qui semblait conçu pour se fondre dans n'importe quel environnement. Il m'a reconnu immédiatement, une question de posture anxieuse des victimes d'infidélité suspectées, je suppose. Monsieur Brennan, a-t-il demandé, tendant sa main pour une poignée de main ferme mais non agressive. Frank Carter. Je me sentais comme un criminel en expliquant mes soupçons à voix basse, énumérant les preuves qui semblaient si accablantes dans mon esprit mais qui paraissaient soudainement circonstancielles une fois prononcées à haute voix. Frank a écouté sans juger, prenant des notes sur un petit carnet, hochant parfois la tête. J'ai vu cela des centaines de fois, dit-il enfin, d'une voix douce mais factuelle. Le changement de comportement, les voyages d'affaires, l'obsession soudaine pour la vie privée. Mais je devrais vous dire quelque chose. Il se pencha en avant. Environ 60% de mes dossiers se terminent par la découverte que le conjoint est tout à fait fidèle, juste stressé ou traversant quelque chose de personnel qu'il n'est pas prêt à partager. Donc, la plupart du temps, vous avez tort, ai-je demandé, une lueur d'espoir s'allumant. La plupart du temps, j'ai tort, a convenu Frank en souriant légèrement. 1. Général, les conjoints veulent juste avoir l'esprit tranquille. Je l'ai engagé quand même. La provision était de $3000, retirée de mon compte d'épargne personnelle, celui que Jessica ne surveillait pas. En signant le contrat, j'ai senti quelque chose de fondamental basculer en moi, comme si j'avais franchi une ligne dont je ne pourrais jamais revenir. Les 2 semaines suivantes furent une torture psychologique. J'ai maintenu une normalité parfaite, cuisiner les dîners quand c'était mon tour, discuter des prénoms de bébé, elle aimait toujours Emma pour une fille, regarder Jessica préparer ses bagages avec le même sourire aimant que j'avais perfectionné pendant 9 ans. Mais je mourais à l'intérieur, mon téléphone devenant une extension de mon anxiété alors que j'attendais les mises à jour de Frank. Les SMS étaient brefs, professionnels, cible suivie jusqu'au centre-ville. Surveillance en cours.
Rapport prévu vendredi. Jessica a fait 2 autres voyages d'une nuit pendant cette période. À chaque fois, je remarquais quelque chose de nouveau, de la lingerie coûteuse en dentelle noire que je n'avais jamais vue auparavant, soigneusement pliée dans sa valise, un parfum différent, plus léger et floral que son parfum habituel, la façon dont elle riait davantage devant son téléphone, l'écran incliné loin de moi. Une fois, je l'ai entendue dans la salle de bain, la voix à peine audible. Moi aussi, j'ai hâte. Non, il ne soupçonne rien. Vendredi. Oui. Mon cœur se brisait un peu plus chaque jour. Le 14e jour, Franck a appelé. Je savais avant de répondre quelque chose dans le moment choisi, dans le fait qu'il appelle plutôt que d'envoyer un SMS. Monsieur Brennan, nous devons nous voir en personne. J'ai le rapport, a-t-il déclaré, son ton m'indiquant tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai conduit jusqu'à son bureau dans un état dissociatif, les feux de signalisation et les panneaux de rue défilant dans un flou. Je me suis garé devant le petit bâtiment en briques et je suis resté assis dans ma voiture. Pendant 10 minutes, les mains agrippées au volant. Une partie de moi voulait s'enfuir pour préserver l'illusion. L'autre partie avait besoin de connaître la vérité. L'expression de Franck, compatissante, résignée, désolée, a confirmé mes pires craintes avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Franck a étalé les photographies sur son bureau comme des rapports d'autopsie. Et d'une certaine manière, elle l'était, le certificat de décès de mon mariage, signé et daté. En haute résolution. Je suis désolé, monsieur Brennan, a dit Franck doucement, sa voix semblant venir de très loin. Je le suis vraiment. Les photographies montraient Jessica entrant dans l'hôtel Peninsula avec un homme que je n'avais jamais vu. La fin de la vingtaine, de carrure athlétique. Costume coûteux. Plusieurs rendez-vous, plusieurs endroits, des banquettes de restaurants où il se tenait la main à travers la table, un parking souterrain. Où il s'embrassait contre sa voiture, sa main sur le bas de son dos d'une manière qui témoignait d'une familiarité et d'une intimité rodée. Franck m'a exposé la chronologie méthodiquement, sa voix fournissant un rythme régulier pour m'ancrer alors que mon monde s'effondrait. D'après nos documents, la liaison dure depuis au moins 4 mois, a-t-il expliqué, faisant glisser plus de photos sur le bureau. Mais ce relevé de carte de crédit montre des frais qui suggèrent que cela a probablement commencé plus tôt, peut-être il y a 7 mois. 7 mois? Pendant que je faisais des recherches sur les berceaux et que je choisissais des couleurs de peinture pour la chambre de notre futur bébé. L'homme s'appelle Derek Mitchell, a continué Franck, plaçant une impression d'un profil LinkedIn à côté des photos. 28 ans. Travaille pour Meridian Marketing, un concurrent de la firme de votre femme. Il est marié, 2 enfants. De moins de 5 ans. Franck m'a montré les reçus d'hôtel, toujours le Peninsula, toujours là. Chambre 847 ou des étages voisins, réservés au nom de Derek sur sa carte d'entreprise. Ils y étaient allés au moins 12 fois. Les voyages n'étaient pas aléatoires, ils suivaient un schéma tous les mardis et vendredis soirs. Elle a un autre voyage prévu ce vendredi, a dit Franck calmement. Même hôtel, même schéma de réservation.
J'ai vérifié auprès de mon contact à l'hôtel. Enregistré sous son nom comme d'habitude. J'ai fixé les photographies, ma vision se rétrécissant. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était une double vie. Systématique et calculée. Pendant que je faisais des recherches sur les berceaux et les schémas de peinture, elle s'allongeait nue avec un autre homme. Planifiant leur prochaine rencontre, perfectionnant ses tromperies. Franck a continué avec l'épreuve financière, des frais inexpliqués dans des magasins de lingerie, des restaurants chers qu'il n'avait jamais visités. Ensemble, une carte de crédit secrète dont j'ignorais l'existence. Elle avait mené 2 vies complètes, l'épouse planifiant une famille, la maîtresse jouant au couple avec son amant. J'ai senti quelque chose se briser en moi et se reformer en quelque chose de plus dur, de plus froid. Le chagrin était toujours là, mais il était éclipsé par une clarté cristalline. Elle s'était moquée de moi. Elle avait mis ma santé en danger, une intimité non protégée tout en essayant de concevoir avec moi. Elle m'avait volé des mois de ma vie. J'ai remercié Franck et j'ai demandé des copies de tout. En partant, une pensée s'est cristallisée avec une clarté parfaite et terrible. Je ne ferai pas que divorcer. Je ne lui donnerai pas la chance de contrôler le récit, de se dépeindre comme l'épouse malheureuse qui a fait une erreur, de manipuler nos amis et notre famille avec sa version des faits. J'allais m'assurer que tous ceux qui comptaient voient la vérité simultanément. Sans filtre, sans artifice. Sans échappatoire. Ce soir-là, Jessica est rentrée joyeuse, bavardant de sa journée. J'ai souri et j'ai posé des questions sur le dîner. J'étais remarquablement calme. Elle n'a pas remarqué que quelque chose de fondamental avait changé en moi. J'ai attendu qu'elle dorme, puis j'ai passé un coup de téléphone à ses parents, Richard et Méline, qui m'avaient toujours traité comme leur propre fils. J'ai laissé un message vocal, j'ai besoin que vous passiez vendredi matin. C'est au sujet de Jessica. Non, elle n'est pas blessée, mais c'est urgent. S'il vous plaît, faites-moi confiance. J'ai raccroché et j'ai regardé le plafond. Ma femme dormant paisiblement à mes côtés, inconsciente. Le jeu avait changé, et elle ne savait même pas que le plateau avait été renversé. J'avais 4 jours pour me préparer, 4 jours pour parfaire mon masque. 4 jours pour construire le gibet où elle se pendrait. Elle ne se douta de rien. Les 4 jours suivants furent les plus surréalistes de ma vie. Je traversais mon mariage comme un fantôme, présent mais déconnecté, observant Jessica avec un détachement anthropologique. Lundi, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce, Mark Carlson, en apportant toutes les preuves de Franck. Mark a tout examiné méthodiquement, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque photo. C'est aussi solide que possible pour un divorce pour faute, a déclaré Mark finalement, tapotant le dossier de preuves. Adultérite, documentation, preuves financières. Elle n'aura aucun argument. Nous avons discuté de la protection des actifs, de la documentation de nos comptes joints et de la sécurisation de mes fonds de retraite. J'ai signé un contrat d'honoraires. En quittant son bureau, je me sentais étrangement vide.
Comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se désintégrer, pas la mienne. Mardi, Jessica avait un voyage de nuit. Évidemment. J'ai utilisé ce temps pour photographier tous nos objets de valeur, télécharger les dossiers financiers et faire des copies des documents importants. J'ai transféré mes économies personnelles vers un nouveau compte dans une autre banque. J'ai changé le bénéficiaire de mon compte de retraite. Je n'étais pas en colère, j'étais chirurgicale. Chaque action ressemblait au démantèlement d'une bombe, prudent et précis. Je protégeais ce qui m'appartenait avant l'explosion à venir. Mercredi, ses parents ont rappelé, la confusion et l'inquiétude manifestes dans leur voix. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Est-ce que Jessica va bien, demandait Richard, son passé militaire donnant à son inquiétude un ton tranchant. J'ai gardé un ton vague mais ferme. S'il vous plaît, venez juste vendredi matin à 9 heures. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Cela concerne Jessica, mais je ne peux pas l'expliquer au téléphone. S'il vous plaît. Faites-moi confiance, ai-je imploré. Il y eut une longue pause. Nous serons là, a finalement dit Méline, la voix serrée par l'anxiété maternelle. Jeudi, j'ai dîné avec Jessica, juste nous deux, dans le restaurant italien. Qu'elle adorait. Elle était rayonnante, riait, parlait de la promotion qui devrait arriver d'une semaine à l'autre. Elle a de nouveau mentionné les prénoms de bébé. J'aime toujours Emma pour une fille, dit-elle avec nostalgie. J'ai hoché la tête, j'ai souri et j'ai joué mon rôle parfaitement. À l'intérieur, j'étais vide. Je la regardais mentir sans effort et je réalisais que je ne l'avais jamais vraiment connue. Cette nuit-là au lit, elle a initié l'intimité. Je m'y suis prêté machinalement, avec l'impression de me trahir. Après, elle s'est blottie contre moi et a murmuré « Je t'aime ». Je l'ai redit automatiquement. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Vendredi matin. Jessica a préparé son sac de voyage avec une efficacité rodée. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte, mémorisant ce moment la dernière fois qu'elle ferait ses bagages dans cette maison, la dernière fois qu'elle partirait pour son voyage d'affaires. Elle a embrassé mon front, son adieu fétiche, et m'a rappelé qu'elle serait de retour samedi matin. Tu vas me manquer, dit-elle en souriant. Toi aussi, tu vas me manquer, ai-je répondu. C'était techniquement vrai. La femme que je pensais qu'elle était, celle qui n'avait jamais existé, me manquerait. Elle est partie à 8h30. Ses parents sont arrivés à 9h pile. Richard et Méline se sont assis dans le salon, perplexes et de plus en plus anxieux. J'ai sorti un ordinateur portable, des dossiers et l'enveloppe Kraft de Franck. Avant de vous montrer ceci, ai-je dit prudemment, je veux que vous sachiez que j'aime votre fille. Ou que je l'aimais. Et je vous montre ceci parce que vous méritez de connaître la vérité par moi, pas par elle après qu'elle ait eu le temps de s'inventer une histoire. J'ai ouvert l'enveloppe. La main de Méline est allée à sa bouche. La mâchoire de Richard s'est crispée, cette rigidité militaire reprenant le dessus. Ils ont regardé chaque photographie, chaque reçu, chaque mensonge documenté. Le silence
a rempli la pièce comme une présence physique. Finalement, Richard a parlé, d'une voix de rocaille. Où est-elle en ce moment? À l'hôtel Peninsula. Chambre 847. Elle s'est enregistrée il y a 90 minutes. Avec lui, ai-je répondu, la voix dépourvue d'émotion. Les yeux de Méline se sont remplis de larmes. Qu'est-ce que tu attends de nous? Demanda-t-elle doucement. J'ai besoin que vous veniez avec moi. J'ai besoin que vous le voyiez de vos propres yeux parce que, quand ce sera fini, elle va essayer de trouver des excuses. Me rejeter la faute, blâmer le stress, blâmer n'importe quoi sauf elle-même. J'ai besoin que vous sachiez sans aucun doute qui elle est devenue. Ai-je expliqué? Richard s'est levé. Alors, on y va, a-t-il dit fermement, la détermination dans chaque trait de son visage. Le trajet jusqu'au centre-ville a pris 23 minutes. Aucun de nous n'a parlé. Nous n'en avions pas besoin. Nous savions tous que ce qui allait se passer dans cette chambre d'hôtel changerait tout pour nous tous, pour toujours. Le hall de l'hôtel Peninsula n'était que marbre et éclairage tamisé, conçu pour la discrétion. Nous l'avons traversé comme des bourreaux s'approchant d'eux. L'échafaud, déterminé, silencieux, sombre. Le trajet en ascenseur jusqu'au 8e étage a semblé durer une éternité. Je tenais la carte magnétique. Passe-partout que Franck avait fourni. Contact de la sécurité de l'hôtel, un ancien collègue flic, pas de questions posées. Ma main était étonnamment stable. La moquette épaisse du couloir étouffait nos pas alors que nous approchions de la chambre 847, qui se dressait devant nous. Comme une destination vers laquelle nous marchions depuis des mois. Mon cœur cognait contre mes côtes si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai passé la carte. Lumière verte. Le verrou s'est ouvert avec un murmure mécanique qui ressemblait au destin. Richard a poussé la porte en premier, agissant avec cette efficacité de marine. Rapide, décisif, contrôlé. La scène à l'intérieur s'est figée comme un tableau infernal. Jessica et Derek, complètement nus, emmêlés sur le lit au moment précis où ils ont remarqué l'ouverture de la porte. Pendant un battement de cœur suspendu, personne n'a bougé. Puis la tête de Jessica a tourné, son visage passant du plaisir à la confusion, puis à une pure terreur animale. Maman? Papa? A-t-elle octé, la voix aiguë. Désespérée. Elle a attrapé les draps, essayant de se couvrir, les yeux sauvages. Qu'est-ce que vous, Tom? Je suis entrée dans la chambre, ma voix sortant étrangement calme, presque conversationnelle. Tu travailles tard pour notre avenir. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Derek, plus jeune que je ne l'imaginais, beau gosse dans un style cadre. Dynamique, poli, maintenant reculant sur le lit comme un animal traqué. Bégayait de manière incohérente. Écoutez, ce n'est pas on peut. Richard a craqué. Des années d'entraînement militaire et de rage paternelle sont combinées en quelque chose de terrifiant. Il s'est jeté en avant, attrapant Derek à la gorge avant que quiconque ne puisse réagir, et l'a plaqué contre le mur avec un choc sourd qui a fait vibrer les cadres au mur. Espèce de merde, a-t-il hurlé. Les mains de Derek griffaient l'emprise de Richard, son visage devenant rouge. Il a essayé de se défendre, a lancé un coup
Deux poings sauvages que Richard a facilement esquivés. Le poing de Richard a frappé l'estomac de Derek avec une précision chirurgicale, le pliant en deux. Un autre coup au visage a envoyé Derek s'étaler sur la moquette, nu et pathétique, le sang coulant de son nez. « Papa, arrête !» a hurlé Jessica, la voix brute, primale. Mais Méline la retenait physiquement, les deux mains sur les épaules de sa fille, le visage de marbre et méconnaissable. J'ai regardé avec une satisfaction sombre que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque mensonge, chaque baiser sur le front avant qu'elle ne parte pour ses voyages, chaque conversation sur les prénoms de bébé alors qu'elle planifiait son prochain rendez-vous à l'hôtel, tout s'est cristallisé dans ce moment. Derek a essayé de s'éloigner en rampant, laissant une traînée de sang sur la moquette. Richard lui a donné un coup de pied violent dans les côtes, un coup contrôlé destiné à faire mal mais pas à causer de dommages permanents. Derek a eu le souffle coupé, se recroquevillant en position fétale. J'ai fait un pas en avant. J'ai attrapé Derek par les cheveux, forçant son visage ensanglanté à me regarder. Pendant 3 secondes, nos yeux se sont croisés. Je voulais qu'il voie tout, le mariage de 9 ans détruit, l'avenir volé, la finalité absolue de ce moment. Puis, j'ai enfoncé mon genou dans son visage. L'impact a été satisfaisant d'une manière primale et terrible. Derek s'est effondré complètement, gémissant, le nez définitivement cassé cette fois, les mains tremblantes alors qu'il essayait de se protéger. Richard se tenait au-dessus de lui, respirant fort, les articulations fendues et en sang. Habille-toi. Fous le camp d'ici. Si jamais je te revois, je te finis. A-t-il menacé, la voix d'un calme mortel. Derek s'est précipité sur ses vêtements avec des mains tremblantes, n'arrivant pas à bout de ses boutons, abandonnant complètement sa chemise. Il est sorti de la chambre à moitié habillé, traînant son sang, sans regarder derrière lui. La porte s'est refermée derrière lui avec une finalité pathétique. Le silence est retombé comme un linceul funéraire. Richard s'est tourné vers Jessica, qui était enveloppée dans des draps, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Depuis combien de temps, a-t-il exigé, la voix comme du granit. Papa, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Depuis combien de temps, a-t-il répété, chaque mot comme une balle. 7 mois, a-t-elle admis, la voix n'étant plus qu'un murmure. Méline a émis un son comme si elle avait été poignardée. Je n'ai rien ressenti. Pas de rage, pas de chagrin, juste un vide immense. Je t'aimais, ai-je dit doucement. Je t'aurais tout donné. Nous essayions d'avoir un bébé, Jessica. Je sais. Je suis désolée, Tom. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas. Pourquoi a-t-elle sangloté, ses mots se bousculant désespérément. Tu es désolée d'avoir été prise. Je l'ai coupé net. Je me suis tournée vers ses parents. Je demande le divorce lundi matin. Je voulais que vous soyez là. Pour que vous connaissiez la vérité, la vraie vérité, avant qu'elle ne transforme ça en quelque chose que j'aurais fait, un échec de ma part qui l'aurait poussé à ça. Méline a hoché la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage. J'ai regardé Jessica une dernière fois.
Je vais emballer tes affaires. Tu pourras les récupérer chez tes parents. Ne rentre pas à la maison. Je change les serrures ce soir. C'est fini, ai-je déclaré avec finalité. Tom, s'il te plaît. On peut en parler. On peut aller voir un conseiller? A-t-elle plaidé, tendant la main vers moi. Il n'y a plus rien à dire, ai-je interrompu. Tu as fait ton choix il y a 7 mois. Chaque fois que tu m'as embrassé sur le front et que tu as franchi cette porte, tu l'as refait. Je me suis détournée et je suis sortie de la chambre 847, Richard et Méline me suivant. La porte s'est refermée sur les sanglots de Jessica. Dans l'ascenseur, en descendant, aucun de nous n'a parlé. Les chiffres défilaient, 8, 7, 6, 5. Au moment où nous avons atteint le hall, j'avais déjà appelé un serrurier. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall. Quelques pas au-dessus de nous, dans la chambre 847, Jessica vivait le pire moment de sa vie. Je ne ressentais rien. Cela viendrait plus tard. Jessica a engagé un avocat agressif et a essayé de tout contester, la maison, les actifs partagés, la pension alimentaire, essayant même de prétendre que j'avais été émotionnellement abusif et que je l'avais poussé à la liaison. Son avocat a poussé pour un partage à 50-50e, arguant que 9 ans de mariage lui donnait droit à la moitié de tout. Mon avocat a présenté les preuves de Franck lors de la phase de communication des pièces, les photographies, les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit et la chronologie des mensonges. Plus important encore, Richard et Méline ont témoigné lors des dépositions, confirmant qu'ils avaient été témoins de la liaison de leurs propres yeux, décrivant la trahison de leur fille avec des détails douloureux. C'était une trahison qu'elle ne leur a jamais pardonnée. La juge était une femme d'une 60aine d'années, très directe, qui avait manifestement déjà vu ce scénario. Divorce pour faute, adultère prouvé au-delà de tout doute. J'ai gardé la maison, mon nom sur l'hypothèque, mon apport personnel, j'ai gardé mes comptes de retraite et la majeure partie des économies communes. Pas de pension alimentaire, Jessica avait un emploi et était physiquement capable de travailler. Rupture nette, décret final signé 6 mois après l'épisode de la chambre 847. L'amant de Jessica, Derek Mitchell, a disparu dès que les avocats s'en sont mêlés. Sa femme a demandé le divorce 2 semaines après l'incident de l'hôtel. Mon avocat lui avait envoyé les preuves par courtoisie. Derek a perdu son emploi quand son entreprise a appris qu'il utilisait les ressources de la société, compte de frais, réservation d'hôtels d'entreprise pour faciliter une liaison extra-conjugale. Aux dernières nouvelles, Derek travaillait dans la vente dans un concessionnaire automobile dans un autre État. La propre entreprise de Jessica a mené une enquête interne. Il s'est avéré que plusieurs de ces voyages d'affaires avaient été entièrement fabriqués. Pas de réunion client, pas de présentation, juste du temps payé utilisé pour ces rendez-vous à l'hôtel. Elle s'était fait rembourser des repas, des transports, et même parfois les hôtels. La promotion qu'elle visait n'avait jamais existé. Elle m'avait mené en bateau avec ce mensonge tout en détruisant notre mariage. Elle a été licenciée discrètement pour irrégularité de notes de frais et a
signer un accord de confidentialité pour éviter les poursuites. Dans le petit monde du marketing d'entreprise, la nouvelle s'est propagée. Elle n'a pas pu retrouver de travail similaire par la suite. La fracture familiale, Richard et Méline n'ont jamais totalement pardonné à Jessica. Ils ont maintenu le contact, elle restait leur fille, mais la relation a été irrévocablement endommagée. Méline m'a dit plus tard, autour d'un café, qu'il l'avait élevée pour avoir de l'intégrité, pour honorer ses engagements. Nous ne savons pas où nous avons échoué, a-t-elle confessé, pleurant dans sa serviette. Je continuais à dîner avec eux occasionnellement. Pour les fêtes, les anniversaires. Ils étaient devenus plus ma famille que celle de Jessica après coup. Jessica a déménagé à Phoenix 8 mois après la finalisation du divorce. Nouvelle ville, nouveau départ, essayant d'échapper aux décombres de son ancienne vie. J'ai entendu dire par des amis communs qu'elle travaillait dans une petite agence de marketing, poste inférieur, salaire moindre, vivant seule. La dernière chose que j'ai apprise, c'est que l'ex-femme de Derek demandait une augmentation de la pension alimentaire et que Derek avait du mal à payer. Justice poétique, ai-je pensé, mais cela ne m'apportait aucune satisfaction. Juste un vide là où se trouvait autrefois une vie. Les 6 premiers mois furent brutaux. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine, pour traiter le traumatisme de la trahison, reconstruire mon estime de soi et réapprendre à faire confiance. Le docteur Sarah Klein, ma thérapeute, m'a aidé à comprendre que les choix de Jessica n'étaient pas le reflet de mes insuffisances, mais de ses propres défaillances de caractère. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, j'ai trouvé de nouveaux clients. J'ai augmenté mes revenus et j'ai rénové la maison, j'ai repeint les couleurs que nous avions choisies ensemble, remplacé les meubles et chassé les fantômes. Pièce par pièce. J'ai transformé la future chambre d'enfant en bureau. C'était douloureux, mais nécessaire. Les amis se sont séparés en 2 camps. Certains me sont restés fidèles. D'autres ont maintenu une neutralité de façade ou ont discrètement soutenu le récit de Jessica selon lequel le mariage battait de l'aile. Ce n'était pas le cas. Je les ai laissés partir. Ceux qui comptaient sont restés. 14 mois après le divorce, un collègue m'a présenté Andrea Walsh, 34 ans. Graphiste, divorcée elle-même depuis 3 ans, sans enfant. Elle était honnête, directe et émotionnellement intelligente d'une manière que Jessica n'avait jamais été. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement, café, visite de galerie, longue conversation sur nos traumatismes passés et nos espoirs futurs. Andrea connaissait toute l'histoire. Je lui ai tout raconté lors de notre 4e rendez-vous, m'attendant à ce qu'elle s'enfuit. Au lieu de cela, elle m'a rassuré. Tu as fait ce que tu avais à faire, et tu y as survécu. Cela dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. 2 ans après l'épisode de la chambre 847, je suis dans une relation saine, je possède ma maison en pleine propriété et j'ai reconstruit ma vie à partir des fondations. J'ai encore de mauvais jours, des déclencheurs, des souvenirs et des moments de tristesse pour les 9 années que je pensais réelles, mais ils sont plus rares maintenant. Les gens me demandent si je regrette la confrontation, si amener ses parents était trop dur,
si la détruire aussi complètement était nécessaire. Je leur dis la vérité, Jessica mentait à tout le monde, à moi, à ses parents, à son employeur, à la femme de Derek. Quelqu'un devait forcer la vérité à éclater au grand jour pour arracher la façade soigneusement construite et faire voir à tout le monde qui elle était vraiment. J'ai choisi de le faire d'une manière qui ne laissait aucune place à la manipulation, aucun espace pour qu'elle réécrive l'histoire, aucune opportunité de jouer les victimes. Elle voulait mener une double vie, j'ai simplement fait en sorte que les deux côtés soient exposés simultanément. Lors du 2e anniversaire du divorce, je dînais avec Andrea dans le même restaurant italien où j'avais emmené Jessica la veille de la chambre 847. Autre banquette, autre femme, autre vie. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai vérifié. C'était un SMS de Jessica, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolée pour tout ça. Tu méritais tellement mieux. J'espère que tu l'as trouvé. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, ni même pitié, juste la reconnaissance distante que ce chapitre était clos. J'ai supprimé le message sans répondre. Andrea m'a regardé d'un air interrogateur. Tout va bien, a-t-elle demandé. J'ai souri et j'ai pris sa main sur la table. Juste un spam, ai-je répondu. Nous avons commandé le dessert et parlé de nos projets pour le week-end, une randonnée dans le nord de l'État, quelque chose de simple, d'honnête et de réel. J'ai construit une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Ce n'est pas parfait, mais c'est ma vie, et elle est honnête. Et ça, je l'ai appris. C'est plus que suffisant. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou y a-t-il eu un tournant que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes chaque jour, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la suite.